amener un petit peu les réflexions. J'ai vraiment dit qu'il y a des problèmes de... Tout le monde comprend. Non, moi j'entends pas. Comment? On n'entend pas trop. Bien, je parlais comme au cours. Donc, je dis stop si je parle trop vite. Les étudiants ont l'habitude. Je disais donc que je n'allais pas faire un beau texte comme Lucie vient de vous donner. Je vais plutôt vous donner toute une série de remarques de violence, de discrimination, d'injustice, etc., qui continuent à être faites actuellement, principalement aux femmes. Et ça vous permettra justement d'avoir le débat et votre avis sur la chose. Mais en bon anthropologue, évidemment, je vais commencer très très brièvement à la base, sans vous parler des cueilleurs et des chasseurs, à la gendarmerisation, et tout tourne autour de ça pour le moment. Alors j'en profite pour annoncer que la Wallonie vient enfin de se décider à accepter le master en genre qui va commencer l'année prochaine, master en genre interuniversitaire. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes inscrites et pas seulement des gens convaincus comme ceux que je vois devant moi, mais que les gens vont se rendre compte que tout tourne autour de ça. Et pour donner l'exemple justement de la gendarmerisation qui permettra de rebondir sur l'espace public et le travail que vous m'avez demandé de faire rapidement aujourd'hui, en quelques minutes. La gendarmerisation, c'est quoi? C'est simplement, très brièvement, les rôles, les attributions, les caractéristiques, tout ce que chaque société permet et attribue au masculin ou au féminin. Au masculin, sous-entendant, masculin va donner des garçons qui vont devenir des hommes. Il va donner des garçons qui doivent devenir des hommes. Point. Et de l'autre côté, féminin, qui va permettre de construire des filles qui vont devenir des femmes. Exclusivement, dans les sociétés non occidentales, de manière binaire. Donc impossible de pouvoir avec les deux. Avec la question de transgenre, etc., on peut en parler tantôt, mais on n'est pas du tout dans cette question-là, puisque ça, c'est très récent, cette reconnaissance de se dire, mais finalement, tout le monde n'est pas 100% masculin, 100% féminin, ou bien tout le monde n'est pas 90% masculin ou 90% féminin, avec une 10% qui reste d'un côté, qui d'ailleurs, dans le langage, aussi on en a parlé, est très différent, puisque si une fille pratique des choses que l'on considère comme devant être masculine, on va dire que c'est un garçon manqué. Donc si un garçon met un pull rose, on va dire que c'est un garçon efféminé. Donc le garçon reste toujours un garçon, alors qu'une fille, elle devient un garçon raté si elle ne comprend pas ce que c'est d'être une fille. Donc dès le départ, on voit bien que les choses sont très sexuées. Sexuées, donc masculin, sexué, féminin, avec une force des choses et uniquement au départ, donc 60 000 ans avant Jésus-Christ, le fait que les femmes ont reçu, elles ne l'ont pas demandé, le packaging pour faire des bébés. Il n'y a pas une femme qui a dit c'est moi qui veux porter un utérus, c'est moi qui veux un vagin, c'est moi qui veux, etc. Voilà, c'est la nature qui a fait ça. Et en se basant sur cette nature-là, au fur et à mesure des siècles, on a vu que les femmes ont été de plus en plus obligées et réduites, deux choses qui ne sont pas normales, obligées et réduites à utiliser ça pour la reproduction. Donc on n'aura pas laissé le choix. Au départ, les êtres humains se sont rendus compte, tiens, en faisant l'amour, les femmes se retrouvent enceintes, puis tiens, en faisant l'amour avec un tel mec, et toujours avec un mec, elles se retrouvent enceintes, donc on a commencé à parler d'alliance, et puis on s'est rendu compte que pour qu'une société et une culture puisse exister, il faut qu'elle soit pérenne, donc il faut des enfants, de l'amplitude, des gens qui vont exister, qui vont vivre et qui vont vieillir, et alors il faut faire des enfants. Donc dans toutes les cultures, les femmes ont comme premier rôle la reproduction. Donc comme premier rôle, sous-entendu, obligatoire. Et au cours de toutes les cultures, et ça c'est déjà une première violence, on a utilisé tout ce qu'on pouvait pour les convaincre qu'elles étaient faites pour ça et pour les convaincre qu'elles savaient que leur bonheur allait passer par là, d'où l'épanouissement des femmes quand elles sont enceintes, l'épanouissement des femmes, le plus beau jour de notre vie, le plus beau jour de notre vie, le jour de l'accouchement, c'est merveilleux, je me sens si bien quand j'ai des enfants, même s'ils sont en train de hurler pour la nuit, ils ont 15 ans, ils sont en train de faire des bêtises, 18 ans, du téléphone de la police parce qu'ils sont complètement sous dans la rue, n'importe quoi, mais c'est merveilleux les enfants. Et il y a une chose qui reste tabou et qui est déjà aussi une violence supplémentaire, c'est qu'il n'y a rien de pire pour une femme que d'oser dire je déteste les enfants, je déteste l'accouchement, je déteste être enceinte, c'est dégoûtant d'être enceinte, c'est dégoûtant d'allaiter, et je ne veux pas entendre parler de ces petits marmots, de ces petits neveux qui m'énervent. Une femme ne peut pas dire ça, un homme peut. Une femme, elle ne peut pas. Donc elle doit le garder. Donc déjà ça, c'est une violence. Et alors, en plus, une femme qui accouche, qui se trouve dans une maternité, et qui ose dire je ne veux pas allaiter, je ne veux pas m'occuper de ce bébé-là, je n'ai rien à voir avec lui, c'est un étranger qui a grandi dans mon ventre, ça n'a rien à voir avec moi, là c'est tout le personnel qui va commencer à me faire
sont, et elle me dit, c'est pas possible, une vraie femme ne saurait être qu'une mère, et une mère doit être une bonne mère. Et toute la culpabilisation qu'on peut mettre à la notion de bonne mère, en n'oubliant pas autre violence, je viens aujourd'hui, et je pose mes mots en disant violence, le fait d'obliger comme ça les femmes à revenir à un allaitement au sein, un allaitement maternel au sein. Laisser le choix, c'est une bonne chose. Donc on ne l'interprète pas comme certains le font parfois. Je n'ai pas dit que l'allaitement maternel au sein est quelque chose de mauvais. Ce qui est inadmissible, c'est aujourd'hui d'en être à revenir à obliger les femmes à faire des enfants, à les allaiter avec leur sein maternel, parce qu'il est hors de question de passer à la nourrice, etc. C'est pas évident. Et alors la même chose, comme je disais, on utilise tous les discours possibles, c'est-à-dire un enfant qui est allaité au sein maternel va être un enfant en bonne santé, qui va développer des bonnes défenses, etc. Parenthèse sous-entendue, tous les enfants évoluant sont des crétins, je ne sais pas combien de crétins ici, mais c'est ça qui est sous-entendu. Donc vous voyez tout de suite la manière dont on peut utiliser le langage. On ne fait pas un déni, on s'arrange pour que ça rende bien, tellement bien que les femmes ont intégré qu'effectivement, il faut faire un enfant au moment de l'autre, autrement l'horloge biologique va les rendre malades, va devenir hystérique, ce qui est encore une belle maladie féminine. Les hommes ils sont juste en colère, les femmes sont hystériques. Donc d'un côté, c'est normal, de l'autre, c'est une pathologie. Et on peut étudier comme ça l'anthropologie de la santé et de la maladie, on va trouver des tas de modèles où toujours du côté des femmes, c'est négatif, du côté des hommes, c'est une bonne chose. Donc la gendérisation, elle s'est arrangée pour que les femmes qui s'occupent de la reproduction soient dans le package du cours, et donc se retrouvent de plus en plus dans l'espace privé. Donc les hommes ont eu tout l'espace public, toute la place de l'espace public, ils ont pris l'espace public, ils ont régné sur l'espace public, ils ont structuré l'espace public, et les femmes ont dû s'occuper de l'espace privé, ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme quelque chose de facile, de simple, de négligeable, etc. Alors que dans l'espace public, elles se retrouvaient à des enfants, à devoir accoucher, à les maintenir vivants, à devoir les soigner, les allaiter, et du coup, puisqu'elles étaient là sur place, autant en profiter à s'occuper des gens malades, des blessés, des hommes qui ne valaient plus rien, des hommes qui n'étaient plus utiles, des femmes qui étaient inutiles, des vieillards, etc. Donc finalement, vous vous rendez compte, l'espace privé, ce que ça a rapporté, c'est que c'était important comme boulot pour les femmes, et ça a continué au cours des siècles. Mais il y en a toujours aujourd'hui qui disent ma femme ne fait rien, elle est au foyer, même s'il y a 6, 7, 11 enfants, ça ne change rien, même si elle va tout préparer à l'heure, 18 heures pile, on doit être à table, autrement, s'il se fâche, elle ne fait rien. Travailler et au foyer, ce sont des choses différentes. Et ce sont des choses différentes, mais qui se retournent aussi contre les femmes dans l'autre sens, puisque les femmes étant considérées comme devant servir l'État, les États font d'ailleurs tout ce qu'il faut pour que la démographie reste et qu'il y ait suffisamment d'enfants, avec des primes de naissance, avec des tas de choses qui vont, croit-on, compenser ce que les femmes vont faire. Les femmes ont aussi besoin, nécessité, obligation, voire éventuellement aussi surplus, pourquoi pas. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'acheter un jour un beau pantalon, un beau sac, etc. Simplement si on a envie, avoir l'argent pour le faire, sans devoir demander à monsieur de le donner. Vous voyez ici, je réfléchis dans la construction des sociétés, dans une vision qui est hétéronormative et hétérosexuée. Je ne suis pas du tout dans l'homme, par exemple, parce que ça, c'est trop récent. Donc les femmes se retrouvent dans le travail, elles sont quand même rattrapées, parce que, outre le fait que c'est très récent que les femmes ont pu faire des études, que les femmes ont pu être dans les universités, une société dans l'occidental, que les femmes aient pu aussi faire marcher leur intellect. Je ne sais pas si on a fait maximum vu pour la Xème fois on va passer l'émission Le cerveau a-t-il un sexe, très intéressant. Écoutez aussi tous les discours de Vidal, etc. à ce sujet-là. Je dis tout de suite, le cerveau n'a pas de sexe, ouf, on est rassuré. Ça nous dit quand même que nous qui avons le plus petit cerveau, le moins lourd, etc., nous ne sommes pas aussi vieux que ça. Et nous pouvons faire des maths et devenir ingénieurs. Donc le travail, c'est les inégalités sociales qui nous rattrapent, et qui nous rattrapent, on peut parler par exemple de la Chine, où une infirmière en Chine va gagner même pas la moitié d'un infirmier. Oui, ok, mais quand on voit que dans les inégalités de salaire en Belgique, on peut arriver quand même jusqu'à 17% de différence pour les mêmes travails, avec les mêmes compétences, le même diplôme, en ayant passé les mêmes couches Covid, etc., c'est quand même bizarre. La Chine est réputée pour être un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, la Belgique prétend respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme avec un H majuscule, vous avez vu, les femmes aussi. Parfois j'ai l'impression qu'on l'oublie. Mais en France, on arrive jusqu'à 25% d'inégalité de salaire. En Belgique, les fonctionnaires, au moins, sont protégés. Comme les femmes gagnent la même chose. En France, les fonctionnaires ne gagnent pas la même chose.
et la majorité des fonctionnaires français qu'on interpelle considèrent que c'est normal. Avec la justification qui est donnée, c'est que les femmes vont faire des enfants, quand elles vont faire des enfants, elles vont avoir des congés de maternité, ce qui va donc engager toute une série d'intérimaires, de personnes qu'on va remplacer, ce qui coûte beaucoup aux entreprises et à l'État. Donc on leur reprend à la base, à leur salaire, et à toutes les femmes, le fait qu'il va falloir compenser le fait que la société française va vouloir continuer à évoluer et à faire des bons petits français. Jusqu'à présent, le seul moyen d'avoir des enfants, c'est effectivement de passer par le ventre des femmes. Donc, en même temps, l'État réclame des enfants, mais en l'État est violent sur les femmes, puisqu'il punit les femmes de faire des enfants que l'État lui-même réclame. C'est la même chose par rapport au boulot. Un travail qui est occupé par les femmes, c'est un travail qui est dévalorisé par rapport au travail noble qui sont occupés par les hommes. Et si les hommes entrent dans un métier tout d'un coup, des sages-femmes, le métier remonte, si ce n'est que la majorité des sages-femmes masculins sont pris par beaucoup de personnes ici, et sont les premiers à monter croire comme gynéco. Mais pour ceux qui n'ont pas, c'est un homme, ça peut être un gynéco, c'est une femme, ce n'est qu'une infirmière. De l'autre côté, il y a toute une série de boulots qui étaient masculins. Quand les femmes rentrent dedans, ils se dévalorisent parce que justement, notamment l'enseignement primaire, etc., parce qu'il y a beaucoup de femmes. Une dévalorisation des métiers qui se féminisent. Les femmes qui ont, lorsque des boulots sont pris par les hommes, bien souvent, je prends l'exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui les techniciennes de surface, qu'on appelait les femmes sauvages. Les femmes sauvages, c'était des boulots qu'on considérait comme très peu hauts dans l'échelle sociale. C'était des femmes, parce que de toute façon, elles savaient le faire, parce qu'elles faisaient ça à la maison, donc il n'y avait pas de valorisation, etc. Une fois que les hommes sont entrés dedans, on a inventé le beau terme de technicien de surface. Donc, de nouveau, dès qu'il y a des hommes qui sont là, il faut qu'on anoblisse la chose, mais il ne faut quand même pas le même travail, parce que à qui va-t-on d'abord donner les machines? Aux hommes. Donc les hommes entrent comme techniciens de surface, c'est-à-dire comme hommes d'ouvrage, mais vont avoir un travail moins fatigant que les femmes, dont la majorité vont continuer à avoir le seau, etc., à devoir se lever, se dresser, etc. Comme si les femmes qui aujourd'hui savent conduire des voitures, elles ont enfin l'autorisation quand même, elles ne font pas toutes des accidents loin de là, les femmes n'étaient pas capables de conduire quoi que ce soit. Exactement la même chose pour les femmes de la technologie. Dans le boulot, on n'arrête pas de répéter les femmes. Il faut donner des cours aux femmes sur la technologie. On va faire des colloques pour les femmes en technologie. Toutes les femmes osent utiliser la technologie. Alors qu'on trouve des femmes dans la technologie, depuis que la technologie ne fût que parce que la qualité secrétaire soit là, parce que les femmes veulent les aider aussi, parce que les femmes sont aussi curieuses, parce que les femmes ont grandi avec leur père qui était sur un ordi et qu'elles y ont joué, et qu'on voit aujourd'hui que si on regarde l'utilisation d'Internet, il y a au niveau de la vente sur Internet, c'est 80% de femmes, je n'ai même pas les statistiques, nous avons encore essayé d'en donner, 80% de femmes qui achètent sur Internet, qui sont capables d'acheter, de payer, de copier le numéro, de faire dernier chiffre de leur carte Visa, etc., et de cliquer pour dire je prends ou je ne prends pas, voire de renvoyer, de coller les petites étiquettes comme les grandes filles. Mais c'est aussi les femmes qui vont sur Internet pour avoir des rencontres, et alors, ce qui a stupéfié certains de mes collègues, comme Friedman, que je savais plus en connaître sûrement, c'est que les femmes savaient même draguer pour la drague et pour le sexe, et pas seulement pour la tendresse, pour les préliminaires, etc. Les femmes aiment le sexe, et il y a même des femmes qui vont dans les sites de rencontres, non pas pour rencontrer l'homme de leur vie qu'elles ont loupé, dont elles ont divorcé parce qu'il n'était pas gentil, etc., et qu'ils sont pas des enfants et tout, mais l'homme de leur vie, pour avoir du sexe, ils s'envoyaient en l'air, ce qu'elles n'avaient pas fait avant, pour connaître l'orgasme, voire même ce qu'on appelle des plans cul, c'est-à-dire juste coucher un soir. Et ceux qui me connaissent découvrent comme ça, que les femmes savent aussi coucher un soir et coucher en sachant très bien, c'est pas nécessairement parce qu'elles étaient complètement saoules à ce moment-là, parce que leur copain les avait fait loin et qu'elles ne savaient pas ce qu'était l'alcool. Au niveau de l'alcool, on parle aussi que les filles ne doivent pas d'ailleurs revenir sur le sujet, puisque c'est courant d'entendre, par exemple dans le 48, lorsqu'il va y avoir des baptêmes ou lorsqu'il y a des grosses fêtes d'étudiants, des filles qui disent aujourd'hui je vais enterrer un tel, je vais enterrer Pierre, ou aujourd'hui je vais enterrer donc Pierre en est à 27 bières d'un coup, ben on sait qu'elle va en boire au moins 28, et tout le monde. Les filles trouvent ça normal, que les filles savent. Et les filles tiennent debout, même si les études disent que l'alcool démolit plus les filles sont capables comme les garçons. Mais ce n'est pas bien, les femmes ne peuvent pas boire. Ce ne sont pas de bons exemples. Une femme doit être assise à un café avec un petit verre de vin blanc. Ça c'est joli, ça
droit, être assis sur les mêmes bancs que les garçons, etc. Il y a des choses qu'elles doivent quand même oublier, ou qu'il est de bon ton de ne pas faire ça. Et ça ressort parce que, quand on fait des études en sexo, on entend des étudiants dire celle-là, c'est génial, elle était à la vie, etc. C'est la bonne copine, mais je ne l'épouserai jamais. Et ce qui est nouveau, ce qui revient, c'est je ne voudrais pas qu'elle soit la mère de mes enfants. Donc vous imaginez à quel point on revient comme ça quand même à une espèce de bonne morale, bonne conduite, qu'on ne sait pas trop d'où elle vient, qu'on faille enterrer minimum en mai 68, et qui réapparaît joliment, et qui réapparaît dans la bouche de tout le monde, mais principalement, malheureusement, des garçons. Alors si les garçons l'ont dans leur bouche, c'est qu'ils le tiennent de quelqu'un, alors savoir s'ils le tiennent de leur mère, s'ils le tiennent, assurer d'avoir une bonne fille qui va épouser leur pauvre petit garçon, qui vont dans un devoir se passer, etc. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est les pères qui sont aussi irresponsables, qui considèrent que les garçons n'ont pas été responsables pour eux? Je n'en sais rien. Mais ce sont des choses qui sont en train de revenir et qu'on est en train d'analyser. Alors, dévalorisation des métiers, c'est aussi toutes les difficultés, les places pour les enfants. Si on a des enfants travaillant, continuellement, ce sont la question des crèches, la question des gardiennes, etc. sont posées, et c'est principalement aux femmes. Même si un couple réfléchit, quand on est du côté du boulot, d'entreprise, c'est pour le papier qui a le liège aussi, on a demandé aux femmes de trouver des solutions pour placer les enfants. Les enfants, à ce que je sache, on les fait. Toutes les femmes ne le font pas avec des paillettes qu'elles commencent sur Internet. Ça, on dit que c'est des terribles. Quand vous la rentrez nouvelle et encore, on peut se tomber mal. En général, on les fait quand même dans une relation sexuelle. Dans une relation sexuelle, bien souvent, il y a un homme qui est quand même présent et il y a toute une série de pères qui revendiquent, heureusement, le fait d'être père et d'être présent. Donc, pourquoi est-ce qu'au niveau de l'entreprise et du boulot, c'est de nouveau vers les femmes qu'on va se tourner s'il y a des problèmes de garde, s'il faut imaginer une crèche, où on va mettre la crèche, pour qui, comment on va faire les choses, etc. Donc en fait quand même, et le problème c'est que beaucoup de femmes ont intégré aussi le fait que c'est à elles de chercher au dernier moment. Et si un enfant est malade, où trouve-t-on comme ça une garde du jour au lendemain? Si on n'a pas les relais familiaux, etc., qui sont de plus en plus distendus, puisque on peut très bien habiter à Liège, avoir ses parents qui habitent à Bruxelles, on peut être au Canada, etc. aujourd'hui. Comment trouver des fameux relais qu'on avait avant, puisque les familles vivaient ensemble, beaucoup plus proches, etc. Et c'est aussi aux femmes, bien souvent, à chercher, à trouver des idées, ou à prendre congé, ou alors à rentrer dans tout ce circuit qui est catastrophique pour le droit de la l'antithèse, etc. C'est prendre des mi-temps, des quarts-temps, tout ce qui n'est pas un temps plat, qui du coup va leur couper les promotions, qui du coup va être un obstacle à leur vie, à la haute prime, aux vacances possibles, au fait de pouvoir gérer aussi leur travail, de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour être autonome, etc. Ce qu'on va trouver pour l'enfant malade, ce qu'on va trouver par rapport à l'allaitement, ce qu'on va trouver si on veut être une bonne mère et être là à temps à 4 heures pour aller les chercher à la sortie de l'école, pour les conduire à gauche et à droite dans le boulot. Certes, il y a des hommes qui le font, et heureusement, mais pas assez, et il y a trop. Au niveau des représentations de la société, des représentations des uns et des autres, et des femmes elles-mêmes, le fait que c'est peut-être à nous de nous en occuper, parce que lui, il faudrait quand même qu'il soit sûr et que son travail devienne sécure. Donc les femmes se retirent, et on le voit là où il faut par exemple faire des voyages pour avoir des nominations, comme on l'a notamment à l'université, quand on est assistant, etc., où il faut aller à l'étranger, il y a tout d'un coup beaucoup moins de filles. On a plus de filles qui sortent, qui en sont conduites, on a plus de filles qui sortent au niveau du secondaire, et puis tout d'un coup, dans des universités comme les nôtres, on a 10% de femmes qui sont nommées. Elles sont passées où les autres femmes qui étaient là en cours de route et qu'on a perdu? Bien souvent, c'est la vie quotidienne et le devoir qui fait que les femmes ont souvent bougé, puis les femmes vont considérer, ou on va considérer tout normal qu'elles s'en occupent, qu'elles s'occupent des enfants, qu'elles ne puissent pas avoir des nominations, qu'elles ne puissent pas faire des choses, voire on les soupçonne de vouloir des enfants, donc dès le départ, il va déjà être en restriction et se dire, si je dois choisir entre un garçon et une fille, ben je vais prendre le garçon, parce que la fille, on sait qu'elle va se trouver enceinte, elle va faire des congés, puis elle va vouloir s'occuper des enfants, il va les congés d'allaitement, et puis alors elle va, chaque fois qu'un enfant va être malade, elle ne sera pas là, et ça se trouve partout, même dans des endroits comme ici, justement, où on peut dire qu'au niveau de la réflexion, des capacités de réflexion intellectuelle, il pourrait se trouver devant une pochette de personnes qui vont réfléchir, ah non, c'est la même chose. Une fois que j'ai des collègues qui cachent leur troisième grossesse, 3 enfants, attention, parce qu'elles sont sûres qu'elles ne sont pas données si elles le disent. Donc il y a toujours ces violences-là par rapport au boulot, on peut en continuer beaucoup, qui amènent les femmes au chômage, avec tout aussi ce qui se passe avec le chômage, fatalement, c'est les femmes qui ont été les premières touchées, qui ont bien touchées,
cause du fait qu'on partait du principe, si on a été licencié, il vaut mieux que ce soit elle que lui, parce que lui, il veut de la sécurité, elle pourra au moins s'occuper des enfants et de la maison. C'est les gens qui vont mettre dans la précarité avec les enfants. On arrive à avoir des gens aujourd'hui qui doivent faire, qui ne sont pas du tout au départ dans la tranche de la pauvreté, des femmes qui font le choix entre leur médication ou celle de leurs enfants. Des femmes qui doivent faire le choix entre les médicaments ou l'appareil de l'enfant. Des femmes qui doivent faire le choix entre la bonne santé et l'éducation des enfants et leurs loisirs. Alors les loisirs, on est en train aussi d'aller à la vitesse dans les violences, parce que je suppose que tout le monde a entendu parler du super pacte d'excellence, parce que ça veut déjà un peu trop bien. Ce pacte d'excellence qui va bousiller complètement les conservatoires, les académies, etc. Or, les conservatoires, les académies, etc. sont fréquentés par des adultes aussi, mais pas que des jeunes, et dans les adultes, il y a plus de 83% de femmes adultes. Donc des adultes, soit ce sont des gens qui ont au-dessus de 20 ans, qui veulent reprendre des choses du pouvoir, se spécialiser dans quelque chose, dans la musique, dans la peinture, etc. Soit des femmes qui ont des enfants qui sont en âge d'être un peu plus autonomes, donc qui peuvent enfin soit avoir des loisirs, soit se consacrer à des choses qu'elles aiment, apprendre un instrument, faire du solfège, chanter, etc. Avec le fait que médicalement, par exemple, il est bien reconnu que c'est nécessaire d'avoir des activités de loisirs, son développement personnel, son épanouissement, le fait de rester dans la course, etc. Mais aussi, c'est nécessaire pour la dépression, pour avoir une bonne relation sociale, sortir, etc. Et ce pacte d'excellence, le but, c'est de supprimer tout ce qui va être pour les adultes. Donc il n'y aura plus de subsides parce qu'un adulte, ça ne rapporte rien. Donc ça veut dire que les femmes vont se retrouver gentiment dépourvues de toute une partie, pendant au moins 20 ans, de leurs loisirs qu'elles peuvent enfin faire parce qu'elles sont sorties de tout un système du travail, des enfants, etc. Et qu'elles veulent continuer, non pas à être actives de la télévision, mais à faire des choses, à pouvoir faire des choses, mais bien souvent elles rêvent. Et on ne voit nulle part pour le moment de manifestation, on ne voit nulle part de gens qui rouspètent, et les rares endroits où les gens rouspètent, c'est toujours ponctuel, dans des petits endroits, 3-4 profs dans un conservatoire, 2-3 profs dans une académie, qui sont tout malheureux parce qu'ils se retrouvent comme ça, 2-3, alors qu'il y a 50 personnes qui pourraient rouspéter, et que le public n'est pas du tout averti de ce qu'on est en train de préparer. Et le public est d'autant moins averti. Il y a tellement vite, il y a beaucoup, je ne savais même pas si ça oui, mais ce n'est. Mais je ne pense pas que c'est les associations qui doivent mobiliser. Il faut d'abord que l'État nous dise comment c'est ça que l'État fait ça. Justement, on n'a pas annoncé dans ce pacte d'excellence que les académies, les conservatoires, etc., le but c'était de les supprimer et que ce soit simplement des heures accrochées en plus aux écoles au niveau primaire et secondaire. Ça, c'est dans les idées, mais on ne le dit pas au public, parce que si on le disait comme au public, le public réagirait. Mais c'est ça qui se trame. Et de nouveau, parce que vous êtes touché, dit qu'effectivement, la majorité du public qui fréquente ces institutions-là, ce sont des femmes. Donc, tu vois que ce n'est pas du côté des associations qu'il y a un problème. C'est la façon dont, au niveau de l'État, au niveau de la société, on est en train de nous rouler dans la farine. Et fatalement, comme je dis, de nouveau, c'est les femmes. C'est les différences aussi de la genderisation sur qu'est-ce que c'est un boulot à risque, par exemple, sur les primes de risque, les protections, etc., qui ont été gérées par rapport bien souvent à qu'est-ce qui est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux pour une femme, par exemple, une femme qui est enceinte, parce que les femmes, pour le moment, c'est la nature, on n'en peut rien. Il faudrait que les hommes se trouvent pour quelque chose. Les hommes sont plus fragiles, plus elles vieillissent, plus leurs os sont plus fragiles que ceux des hommes, etc. C'est le fait qu'on n'est pas du tout considéré comme boulot à risque. Tous les boulots, par exemple, de légumières, tous les boulots d'étalagistes. Or, vous êtes une femme dans une grande surface, il y a des femmes qui vont porter des casiers sans arrêt, à des hauteurs de plus en plus hautes, les ranger dans les rayons, etc. Donc des mouvements qui sont tout à fait mauvais, et pour le dos, et pour la colonne vertébrale, et qui sont à risque si on est enceinte. Mais ça ne fait pas partie des boulots à risque, parce que les boulots à risque ont été réfléchis par des hommes. Et que pour eux, les risques, c'est tout ce qui va mettre le danger direct, c'est-à-dire se balader sur une poutre quand on est en train de travailler, risquer de tomber, ou avoir un couteau qui va tomber sur le pied. Donc, tous ces boulots qui sont dits des boulots masculins. Il n'y a pratiquement pas de boulot à risque, sauf dans le médical, c'est vraiment une parenthèse, de boulot à risque pour les femmes, alors qu'elles font des tas d'actions qui les mettent aussi en danger, ou qui les fatiguent, etc. Et on peut continuer comme ça, parce que justement, c'est la genderisation qui a
qui a structuré, qui a permis de structurer nos systèmes sociaux, et cette genderisation a été réfléchie par les hommes et pour les hommes. Alors, quand on dit qu'il y a plus de 60% de femmes qui sortent, je suis désolée, je prends l'exemple de l'UNIF parce que l'UNIF, normalement, on ouvre la porte encore aujourd'hui à assez de boulot, 60% de femmes qui ont un diplôme universitaire, mais il y a moins de 3% de femmes qui sont PDG. Elles sont parties où? Elles sont où toutes les autres femmes? Les hommes qui sont PDG avec un diplôme universitaire, le même que les femmes, ils sont là. Les femmes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les empêche de. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie de faire 50%, ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie de faire des temps partiels. Donc, quand on voit aussi comment sont élus et par qui sont élus les systèmes, plus, alors les femmes de Trump évidemment sont des exemples, le nombre de femmes qui elles sont les premières à freiner parce que ce qu'elles regardent, soit c'est le bénévole, soit c'est le mec qui a réussi. C'est-à-dire, un mec qui a réussi, donc je suis en sécurité. C'est quoi un mec qui a réussi? C'est pour qu'il les insulte, qu'il leur les prive de ta droit aussi, et qu'elles se rendent compte après, finalement, qu'elles vont tomber dans les systèmes de violence tels qu'ici on a parlé. C'est aussi tout ce qui est la réflexion actuelle sur l'écologie et l'écologisme dans la ville, par exemple, qui est réfléchi de nouveau sans prendre en compte la situation des femmes. Fatalement, les femmes ne sont pas, la majorité des femmes ne sont pas preneuses du fait de dire on va faire des endroits complets où on peut circuler que à pied ou à vélo et se balader à vélo à 22h, à 23h, quand on sait que la majorité des agressions qui sont faites en rue se font sur des femmes parce que justement les femmes sont plus faibles et plus fragiles, simplement parce que vous avez 1m80 une femme d'1m70, 1m80, logiquement, vous mettre par terre, on va pouvoir faire n'importe quoi. C'est extrêmement rare que des gens qui vont agresser des femmes, que ce soit pour voler leur sac, leur portefeuille, les plaquer contre un mur, taper leur sac, les violer, etc., soit des gens qui sont tout petits et 5 fois plus petits que la femme qu'ils vont agresser. Ce ne sont pas des gens non plus qui vont être là quand il y a 5-6 femmes ensemble. C'est des femmes isolées. Donc tout ce système d'écolo, c'est bien, mais une femme étant plus en sécurité, notamment dans une voiture qu'elle peut fermer. De plus, c'est oublier aussi que même si nous sommes dans des systèmes égalitaires, même si les pères sont présents, et les pères devraient être encore plus présents, c'est quand même une majorité de femmes qui doivent s'occuper de faire les courses quotidiennes, les courses des enfants, d'aller chercher les enfants à l'école, etc. Donc elles ont besoin aussi d'avoir autre chose que simplement un vélo et mettre les petits en vélo. Donc déjà maintenant, alors qu'on est dans quelque chose de positif avec cette histoire d'écologie, on est obligé de faire attention parce qu'effectivement, les femmes ne sont pas prises en compte avec une différence de genderisation dans l'application et l'utilisation de l'espace urbain. Les femmes se sentent insécures. Je pourrais donner des exemples comme ça, plus évidemment toute la série des femmes qui disent mais c'est normal, c'est comme ça, ou c'est normal, nous sommes moins intelligentes, ou c'est normal, on a toujours besoin d'un homme, moi si je n'ai pas un viril pour me défendre, ça ne marchera pas. C'est le fait aussi, ces violences qui sont des violences, je vais employer un terme que l'anthropologue ne peut pas utiliser, très perverses, qui convainc les femmes qu'il faut former des filles, des petites filles, et que les petites filles vont être des femmes, donc des femmes qui jouent avec des petites filles, qui deviennent des petites femmes alors qu'elles sont petites. Je ne suis pas claire, excusez-moi. Ça veut dire des mères qui achètent des strings pour des filles de 5, 10, 12 ans, sous prétexte qu'il faut les aider, les préparer, que c'est sexy, etc. Et ça va leur faire des belles fêtes. Voir des mères qui obligent les filles à les porter. Des mères qui achètent des 2 pièces pour des petites filles de 3 ans avec un dessus, un soutien-gorge rembourré, donc pour vraiment limiter la poitrine. Toutes les mères qui inscrivent les petites filles dans les mini-miss, etc., qui ont fait prendre des pauses aguichantes alors qu'elles ont 7, 8, 9, 10 ans, elles ne se rendent absolument pas compte du tout de ce qu'elles font. Toutes pardon, les talons, qu'on commence déjà à 3 ans maintenant. On a des talons pour des pointures 21. Imaginez, c'est vraiment des gosses qui démarrent. Et on a des talons de 7 cm pour des enfants qui chose du 21. Donc et ça se vend, il y a des gens qui les achètent. Donc il y a vraiment comme ça des violences avec une participation malheureusement de certaines femmes qui sont ennuyeuses, très ennuyeuses, et sur lesquelles il faut revenir. Et on pourrait parler aussi de la médicalisation, de la prise en main, de la psychiatrisation, de la régionalisation, etc. Il y a sans arrêt aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de reculer, que les acquis qui ont été faits
avec toute cette humilité, etc., sont petit à petit reliés, et ça va très vite parce que ça rentre dans une vision internationale. Ouais, on voit l'exemple de Trump, on voit l'exemple de Bangladesh pour tirer les filles des écoles parce qu'elles réfléchissent en étant à l'école, donc elles ne veulent plus pour le mari de force, etc. On peut l'avoir, le risque qu'on peut avec la France, avec Le Pen, Marine Le Pen, finalement, non, c'est pas d'extrême droite, elle a des idées très intelligentes, très bien, etc. On va s'en remettre. Et on voit comme ça que de manière internationale, il y a vraiment un risque pour que non seulement les femmes ne sachent plus avancer, mais qu'on soit en train de reculer, de les ramener gentiment à la maison. Et pour terminer en beauté, je rappelle quand même que les premières choses qu'on demande aux femmes, c'est de s'occuper de la reproduction, et qu'aujourd'hui, dans la reproduction artificielle, on est arrivé à 20 semaines. Or, en Belgique, on considère qu'un fœtus est viable à partir de 24 semaines. Donc, les hommes n'ont plus que 4 semaines pour dire, finalement, on n'a plus besoin des femmes, et même pour la production, on pourra s'en passer, on pourra se faire nous-mêmes comme nous en avons envie.